Si vous étiez piégé dans un tournoi vicieux où vous pouvez devenir millionnaire ou mourir en essayant, que feriez-vous? Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre tous les jeux de la mort dans la deuxième partie de Zero, The Bravest Money Game. Cette compétition de jeux de la mort est sur le point de devenir hors de contrôle. Zero est un des voleurs de génie qui s'est inscrit au tournoi pour obtenir 100 milliards de yens et la chance de devenir président de la plus grande entreprise du Japon. Il n'a gagné qu'un seul anneau, après avoir survécu à 3 jeux terrifiants. Mais le cerveau qui dirige le concours ne veut pas qu'il gagne à tout prix. Zero est sur le point de relever un nouveau défi lorsqu'un joueur lui annonce que son plus féroce concurrent, Shirube, veut lui parler. Rencontrant le jeune homme en privé, celui-ci lui offre un anneau en remerciement de lui avoir sauvé la vie lors de la dernière partie, et il lui propose de faire équipe avec lui pour qu'ils puissent battre ensemble la Zaizen Corporation. L'homme ne veut pas abandonner ses amis et décline son offre, mais il devra bientôt battre 4 jeux de la mort qui sont plus difficiles qu'il ne le pense. Plus tard, l'homme retrouve ses coéquipiers et ils font le tour du parc à la recherche d'un autre défi. Mais il découvre que presque toutes les salles sont fermées. C'est étrange, mais c'est alors qu'il remarque qu'une porte est accessible, et n'ayant pas de meilleure option, il décide d'aller voir. Le groupe s'approche et remarque que ce jeu est réglé sur la difficulté la plus haute. Seules 3 personnes peuvent participer, mais elles recevront chacune 3 anneaux si elles gagnent. Zero pense que c'est trop risqué pour eux de jouer ensemble, et il dit aux autres de se séparer et de trouver un défi plus facile. Frustré, son ami le prend personnellement à partie et se précipite vers la sortie tandis que les autres le suivent. Mais ils seront heureux d'avoir suivi son conseil. Déterminé à gagner, l'homme est sur le point d'entrer dans le jeu tout seul quand l'intello Hiroshi revient se porter volontaire. Il fera tout ce qu'il faut pour aider son ami à gagner, et c'est alors qu'un autre joueur, Yuki, arrive lui aussi, insistant pour qu'il le laisse se joindre à eux. Les portes s'ouvrent alors que les joueurs entrent dans la salle. Ils trouvent un grand engin au milieu de la pièce. On leur dit de s'allonger sur ce lit, et ils sont attachés dessus, sans savoir qu'il s'agit en fait d'un piège mortel. Les lumières s'allument tout à coup et un homme leur souhaite la bienvenue, se présentant comme leur hôte Kotaro, Hill, Mountain, Williams, Harrison, Jaguar, Satake, James, Shiroyama. C'est un nom ridicule, et il leur dit qu'ils vont participer à un quiz mortel où une seule mauvaise réponse pourrait les tuer. Soudain, une encre géante tombe du ciel et le voleur tend la main pour la toucher, découvrant qu'elle est tranchante comme un rasoir. Le lit est alors déplacé et l'encre commence à se balancer comme un pendule au-dessus de leur tête. Le voleur se rend compte que dans ce jeu, l'encre change de hauteur en fonction de la façon dont ils répondent aux questions. Et s'ils ont trop de mauvaises réponses, leur tête sera coupée. Ok, Zero, ici, aurait dû s'attendre à ce que ça arrive. Actuellement, ils sont piégés sous une hache qui se balance et sont forcés de répondre à des questions dans un jeu de trivia. Ce qui est extrêmement dangereux. Plus tôt, alors que le groupe était à la recherche d'un autre défi, ils ont réalisé que tous les lieux étaient fermés, sauf un. Et ça, c'est pas un accident. Il est clair que Zero a été entraîné dans un jeu qu'il avait le moins de chances de gagner. Nous savons déjà que le président du groupe Zaizen ne veut pas que Zero gagne. Et c'est pourquoi si c'était moi, j'aurais suivi Shirube ici pour voir quel jeu il choisirait. Pour l'instant, ce gamin a la préférence du président. Et si nous avons déjà des raisons de croire que nous sommes injustement traités, il est logique de ne jouer qu'avec Shirube. Il est logique de ne jouer qu'avec Shirube pour que nous soyons mutuellement dépendants l'un de l'autre. Comme ça, il sera plus facile pour le président de dresser des obstacles contre nous et nous aurons beaucoup plus de chances de survivre. Ce jeu pose un tout nouveau problème pour nous, parce qu'il n'y a pratiquement aucun moyen de le pirater, ou de sortir des sentiers battus pour assurer notre survie. La vie de ces joueurs dépend entièrement des réponses aux questions de trivia, et nous n'avons aucune idée du type de sujet que l'animateur abordera. Il est raisonnable de supposer qu'avec un nom aussi bizarre, cet homme ne posera probablement aucune question standard. Et c'est ce qui rend ce jeu si mortel. C'est comme si vous jouiez à Qui veut gagner des millions sous la menace d'une arme et sans choix multiples. Il est impossible de gagner, mais il y a peut-être une chose que nous pouvons faire pour nous aider à rester en vie. Une fois que nous sommes attachés dans le lit, nous n'avons presque plus d'autre choix que de gagner selon leurs conditions. C'est pourquoi si c'était moi, avant qu'ils ne m'attachent, j'enlèverais mes chaussures et je les tiendrais pour me protéger. Il est évident d'après la conception de cette plateforme et les engrenages que vous pouvez voir au-dessus que c'est un piège mortel. Et si nous avons quelque chose de dur et de solide pour nous défendre, ça pourrait faire toute la différence. Il y a toujours de fortes chances d'être gravement blessé, mais le dessous de vos semelles pourrait contribuer à stopper l'élan de la lame. Et si nous opposons autant de résistance que possible à la lame, nous avons de meilleures chances de survivre. Ils ne nous laisseront peut-être pas faire, mais nous devons faire tout ce que nous pouvons pour prendre le contrôle de ce jeu. Sinon, nous sommes complètement à la merci de l'hôte. Sur ce, le jeu commence, et l'animateur dit à l'intello qu'il va répondre à la première question. L'homme dirige son attention sur ce panneau sur lequel sont inscrites des lettres de l'alphabet, et il explique les règles. À tour de rôle, les joueurs choisiront un panneau comportant une question, mais ils ne sont pas autorisés à s'entraider pour y répondre. En premier lieu, l'intello choisit la lettre G, et l'animateur lui demande quelle est la plus petite préfecture du Japon. Hiroshi ne le sait pas, et il se trompe. Ils ont gagné un cran de moins en guise de punition. Mais pour une raison quelconque, l'encre ne s'est pas encore abaissée. Zero est le suivant à choisir la lettre J, et on lui demande ce que signifie le F du crayon graphite. Il répond à l'animateur que ça signifie ferme.
Et l'homme est déçu de voir qu'il a eu la bonne réponse. L'équipe a gagné 2 points, et tout semble aller pour le mieux, mais c'est alors que l'intello sélectionne la lettre N, et c'est sa plus grosse erreur. Le créneau se déplace soudainement et l'animateur explique que dans ce jeu, il y a 6 questions spéciales qui vont changer la position du présentateur. S'ils répondent correctement, elles s'élèvent, mais s'ils se trompent, elles descendent plus près de leur tête. L'encre s'arrête alors de bouger et l'intello se voit demander quelle image se trouve au dos du billet de 1000 yens. Paniqué, il répond que c'est une grue, mais l'encre s'abaisse avant de continuer à se balancer. C'est la mauvaise réponse, et l'animateur explique alors qu'il reste maintenant 5 questions d'ancrage qui sont cachées à travers le plateau. En entendant ça, Zero réalise que sa meilleure chance de survivre est de répondre correctement à chaque question spéciale de l'encre, et il sait déjà exactement où elle se trouve. Les lettres restantes forment très probablement le mot encre, mais si l'homme révèle sa stratégie, l'animateur leur rendra la tâche plus difficile. Plusieurs tours passent, et cette fois-ci l'intello est sur le point de choisir le panneau R, lorsqu'il commence soudain à paniquer, de peur de se tromper à nouveau. S'il choisit une lettre d'ancrage, il risque de mourir. Mais c'est alors que Zero a une idée géniale. Interrompant le jeu, il hurle après son coéquipier pour l'avoir blâmé à propos de la dernière question. Et il insiste sur le fait qu'Hiroshi a été inutile. Mais tout ça n'est qu'une ruse. Confus, l'intello baisse les yeux et remarque que le voleur fait un signe de la main qui ressemble à une tête de renard. Et il réalise que Zero ment. Comprenant son plan, l'intello choisit D au lieu de R. Et on lui demande de trouver quel jour de la semaine est le 31 décembre, si le 1er janvier est un lundi. L'intello répond mercredi. Et il se trompe de réponse, ce qui le rapproche de 2 points de la décapitation. Yuki est choisi comme prochain concurrent, et il choisit le panneau R, révélant qu'il s'agit d'une question d'ancrage. Mais c'est alors que l'animateur lui demande de se rappeler son nom complet. L'homme essaie de se souvenir, mais se trompe. Et l'encre commence à descendre plus bas, à quelques centimètres au-dessus de leur tête. Ok, ces joueurs sont foutus. Jusqu'à présent, ils ont mal répondu à presque toutes les questions, et la hache continue de descendre. Nous avons toutes les raisons de penser que ce jeu de trivia va devenir encore plus difficile au fur et à mesure qu'il avance. Et avec ces 2 idiots attachés ici avec nous, il y a une forte probabilité que nous allons tous mourir bientôt. Dans cet esprit, nous avons besoin d'une nouvelle approche, et c'est pourquoi si c'était moi, j'essaierais de mettre au point une stratégie pour gagner sans avoir à répondre correctement à toutes les questions. Ça peut sembler impossible, mais d'après ce que nous avons vu jusqu'à présent, il pourrait y avoir une énorme faille dans ce jeu dont nous pourrions tirer parti. Et tout ça est lié à ces engrenages. Si vous regardez ici, vous pouvez voir que chaque dent est séparée d'environ 1 à 2 pouces. Maintenant, nous savons déjà que les questions ordinaires rapportent des points vers le haut ou vers le bas. Et quand nous choisissons une question d'ancrage, la position de la hache change en fonction du nombre de points que nous avons obtenus en plus ou en moins. Par exemple, si nous avons 3 points positifs et 4 points négatifs, en répondant mal à une question d'ancrage, la hache diminuera de 4 points. D'après ce que nous pouvons observer, il est fort probable que chaque point fera tourner l'engrenage d'un seul cran, ce qui abaissera la hache d'environ 1 à 2 pouces. C'est une excellente nouvelle parce que ça nous permet de prédire exactement combien de mauvaises réponses il faudra pour se faire tuer. En rassemblant ces informations, je m'assurerai que nous répondions à autant de questions d'ancrage que possible avant d'accumuler des points. Parce que même si nous répondons mal à toutes ces questions, la lame ne pourra pas bouger. Si vous regardez ici, la hache semble être à au moins 20 pouces de leur visage, et jusqu'à présent, ils n'ont réussi à répondre qu'à 2 questions correctement. C'est pourquoi si nous pouvons utiliser autant de questions d'ancrage que possible avant que l'autre ne comprenne la stratégie, nous aurons une bien meilleure chance de survivre. Le plus gros problème, c'est que nous ne sommes pas autorisés à aider les autres ou à influencer leur prise de décision. Mais il pourrait y avoir un moyen astucieux de contourner ce problème. Tout à l'heure, avant d'entrer dans la salle, ils ont tous les deux vu un homme avec un t-shirt avec un renard dessus. Et Zero a essayé de s'en servir pour faire comprendre que ce qu'il disait était un mensonge. Le problème, c'est que ce signe ne ressemble pas à un renard, sauf si vous y pensez déjà. Dans un jeu de la mort avec un tel enjeu, avec la quantité d'interprétation créative nécessaire pour comprendre ce message, ce serait une attente déraisonnable. Pour l'instant, l'information la plus importante à partager, c'est où se trouvent les questions d'ancrage. Donc s'il pensait clairement, l'approche la plus intelligente aurait été d'envoyer secrètement un message aux 2 coéquipiers en épelant le mot « encre » en langage des signes. On peut supposer que ces autres joueurs ne connaissent pas l'alphabet du langage des signes, mais certaines lettres sont très clairement représentées par la forme de la main. Même pour quelqu'un qui n'est pas familier avec les symboles, il ne serait pas difficile de comprendre le lien entre ces gestes de la main et les panneaux du tableau et de commencer à travailler ensemble. En choisissant uniquement des questions d'ancrage, la lame n'avancera pas si elle n'a pas encore gagné de points. Tant que l'autre ne remarque pas ce que nous essayons de faire, il est possible que nous répondions mal aux 5 questions d'ancrage restantes et que nous sortions de ce jeu vivant avec un anneau. Après plusieurs tours, Zero prend finalement son tour et choisit O, mais il est surpris de découvrir que ce n'est pas une question d'ancrage. L'animateur a dû découvrir leur stratégie et changer le placement des questions pour que les joueurs ne puissent pas gagner. C'est un tour de passe-passe, mais Zero réussit à répondre correctement à la question, ce qui signifie qu'ils ont maintenant 5 points d'avance au total. Après plusieurs tours supplémentaires, Hiroshi choisit le panneau M, et l'animateur récite un vieux proverbe en demandant de quel pays vient la phrase. L'intello n'y arrive pas.
et ils ont maintenant 12 points négatifs au total. Mais ils restent déterminés à gagner. Ce type prend son tour et sélectionne le panneau K, révélant la prochaine question du présentateur. L'animateur lui dit qu'il a 15 secondes pour nommer 8 expressions idiomatiques contenant 2 fois le même mot, mais le joueur échoue et c'est l'heure de la mort pour lui. L'animateur déplace l'encre assez bas pour les tuer et la laisse se balancer. Mais c'est sa plus grosse erreur. Elle s'écrase directement contre le lit, et les hommes sont soulagés d'avoir survécu à une mort brutale. C'est à ce moment-là que Zero révèle qu'il savait ce qui allait se passer depuis le début. Au début du jeu, il a mesuré la distance entre l'encre et le fond du lit à l'aide de ses bras, et il a calculé qu'elle commençait 72 cm au-dessus d'eux. Lorsque le lit a bougé, leur tête s'est retrouvée placée avec une pente les rehaussant de 5 cm, ce qui a fait passer cette distance à 50 cm. Ensuite, en obtenant des réponses justes et fausses, il a pu calculer de combien de centimètres chaque point éloignait l'encre, ce qui l'a aidé à pirater le jeu. L'animateur panique en insistant sur le fait que ce n'est pas fini et qu'ils peuvent encore perdre. Mais il est soudainement interrompu par l'arrivée du président. Il les déclare vainqueurs en prévenant Zero que son heure viendra. Et avec ça, chaque joueur est maintenant à un pas de gagner 100 millions d'yens. Ça fait 4 parties de perdues et seulement 3 restantes. Le lendemain matin, le voleur et ses amis trouvent un grand groupe réuni autour du gangster. Ils cherchent 20 autres joueurs pour participer à un jeu appelé le manoir de la sorcière. Et s'ils gagnent, ils pourront chacun gagner un anneau. Ça attire la foule. Et le type leur rappelle qu'avec l'aide de Zero, ils sont assurés d'en obtenir un. Le joueur se rassemble rapidement autour du voleur, insistant pour qu'il se joigne à eux et convainque l'homme de relever le défi. Ils vont tous devant la maison qui abrite le jeu. Et le voleur se place rapidement devant la foule en leur disant d'obéir à tous ses ordres quand ils seront à l'intérieur. Les autres acceptent, sachant qu'il est leur seul espoir de gagner le jeu. Mais bientôt, leurs 21 vies seront en grand danger. Les hommes pénètrent dans l'enceinte puis entrent dans cette pièce. Et le présentateur leur annonce qu'ils viennent d'être enfermés à l'intérieur. La seule façon de s'échapper est de briser le sort de la sorcière. Sur ce, un compte à rebours se déclenche tandis que la statue commence à trembler. Tout à coup, un papier contenant un message sort de la bouche de la sorcière et le présentateur commence à le lire à haute voix. Il leur est demandé de localiser une série de chiffres cachés dans la pièce et de s'en servir pour s'échapper. Mais ils sont prévenus qu'une seule erreur peut tous les tuer. C'est alors que Zero remarque le gangster avec son ami Yuki, et ils insistent pour travailler seuls. L'homme ne sait pas s'il peut leur faire confiance, mais comme le temps presse, il attire l'attention des autres sur le panneau. C'est là qu'ils peuvent entrer leurs réponses pour briser le sort, mais ils n'ont que 2 chances de réussir. Ok, c'est complètement injuste. Tout d'abord, le chronomètre a commencé avant même que quiconque ne connaisse les règles du jeu. Comme nous l'avons appris dans les précédents jeux de la mort, chaque mot des règles est soigneusement choisi pour faire allusion à la solution. Et si nous n'avons pas le temps d'étudier les instructions, alors nous risquons de manquer des informations importantes qui pourraient nous aider à gagner le jeu. Démarrer le chrono avant de savoir ce qui est à faire est un sale coup. Mais ce n'est pas la seule chose à laquelle nous sommes confrontés. Le deuxième problème, c'est que les règles sont extrêmement vagues. D'après ce message, notre but est de localiser une série de chiffres cachés dans la pièce et de les utiliser pour nous échapper. Il n'y a aucune spécification sur la façon de les utiliser, mais il pourrait y avoir un indice que tout le monde néglige. Avec autant de solutions possibles, la chose la plus importante à réaliser est que le dispositif dans lequel ils entrent leurs réponses n'a l'espace que pour 2 chiffres. C'est un indice important pour nous aider à comprendre ce que nous cherchons, parce que sinon nous pourrions perdre notre temps à essayer de trouver une réponse qui ne rentrerait même pas dans l'espace prévu. C'est pas rassurant, mais c'est pour ça que j'encouragerais tout le monde à se diviser en groupes de 3 et à passer 10 minutes à chercher différentes façons de trouver une réponse à 2 chiffres. Tout d'abord, je recommanderais à plusieurs groupes de calculer les chiffres sur les soldats ici et de les relier au nombre 21. C'est pas un hasard si ces jeux requièrent autant de joueurs, parce que c'est un nombre si spécifique que nous devons le considérer comme un chiffre possible dans l'équation. Ensuite, je demanderai aux autres équipes de calculer la taille et la forme de la pièce elle-même. Nous avons appris dans l'un des défis précédents que le créateur du jeu peut utiliser la forme de la pièce comme élément de réponse. Et la situation pourrait être similaire ici. Il faut que tout le monde travaille sur une approche différente, parce que le fait d'avoir des options différentes permet de tester vos idées par rapport à d'autres. Et celle qui a la logique la plus solide sera aussi la plus évidente par comparaison. Enfin, la règle mentionne une série de chiffres. Et ça, c'est très important, parce que ça signifie que nous ne devons pas seulement chercher des équations, mais aussi des modèles. Ça me paraît plutôt logique, parce que ça signifie qu'au lieu de ne pas avoir d'informations sur lesquelles travailler, le jeu pourrait nous avoir déjà fourni ce dont nous avons besoin. Et nous devons maintenant prédire le prochain nombre dans une séquence. Le véritable objectif ici, c'est de découvrir ce que ces 2 chiffres représentent. Et si nous pouvons le découvrir en premier, alors nous serons en mesure de faire les calculs nécessaires pour résoudre ce jeu de la mort. Zero jette un autre coup d'œil au message, essayant de comprendre s'il y a quelque chose qui lui aurait échappé. Les autres, pendant ce temps, inspectent les chevaliers sur le mur. C'est alors que Zero réalise que ces chiffres sont en fait une distraction, et il semble savoir ce qu'il faut chercher. Il ordonne à tout le monde de se mettre dos au mur et d'écarter les bras pour qu'ils puissent faire un calcul. En les additionnant, il trouve que chaque mur fait 14,14 de long, et en utilisant des jeux de mots japonais, il réalise que ça correspond à un code de 9 chiffres. La réponse est égale à la racine carrée de 2. Et s'il a raison, alors le boulet de canon devrait représenter un point décimal, tandis que les chevaliers représentent un nombre dans la réponse qu'ils cherchent. Ils doivent trouver le 9e et le 10e chiffre du calcul pour obtenir la réponse finale. Mais il n'a aucune idée de la suite.
Confus, le gangster et son ami vérifient à nouveau ses calculs et c'est alors que ce dernier remarque quelque chose de terrifiant. Le nombre 21 apparaît dans la racine carrée et en le décomposant avec des jeux de mots japonais, il découvre un message caché disant que les 21 joueurs seront massacrés. Tout à coup, l'un des hommes s'effondre de douleur et il voit qu'il a été poignardé par une lance métallique et d'autres lances sortent des murs. Elles se rapprochent et les joueurs commencent à paniquer, essayant de trouver un endroit sûr où se tenir. Et il ne reste que 16 minutes avant d'être empalés. Zéro les rassemble, insistant sur le fait qu'ils peuvent trouver les 9e et 10e chiffres de la formule en trouvant la racine carrée de 2. Ils devraient ainsi obtenir un nombre proche de 1,9 récurrent et en augmentant progressivement le nombre dans leur calcul, ils devraient être en mesure de trouver les décimales manquantes. Une fois que tout le monde est sur la même longueur d'onde, il leur montre la méthode et leur demande de l'appliquer en même temps pour vérifier leurs calculs. Plus tard, les joueurs soumettent leurs feuilles et ils découvrent qu'ils sont proches de la réponse. Avec leur aide, ils vérifient le calcul et découvrent que les 9e et 10e chiffres sont 2 et 3. Une fois les chiffres découverts, ils s'approchent de la statue et inscrivent 23 sur le panneau. Mais c'est là sa plus grosse erreur. Tout à coup, un écran s'allume et confirme que c'est une mauvaise réponse. Les joueurs sont furieux qu'il ait gâché une de leurs chances et ils ne veulent plus qu'il les dirige. Désespérés, ils promettent de les aider à gagner mais le groupe refuse de l'écouter davantage. Ces rebelles pensent avoir la réponse et veulent la soumettre, mais c'est alors que l'enfer se déchaîne. Une émeute commence alors que les joueurs s'approchent de la statue et les amis du voleur tentent de les empêcher de faire tuer tout le monde. Au même moment, Zéro vérifie la note pour trouver un indice. Il réalise que le 11e chiffre pourrait les aider à résoudre l'énigme. À ce moment-là, une paire de lunettes de soleil s'écrase sur le sol et il remarque que des caractères sont inscrits à l'envers sur la bordure du message. En les décodant, il lit, à droite du 10e, la clé est soigneusement découpée en rond. Zéro trouve la solution, expliquant qu'ils doivent trouver le chiffre du 11e soldat et l'arrondir à la hausse ou à la baisse, comme le suggère le code. La réponse 23 était mauvaise, mais le nombre 24 ressemble au mot japonais pour la survie. Il entre la solution et c'est alors que l'écran confirme qu'ils ont pris la bonne décision. Et les murs commencent à se retirer. Mais le jeu n'est pas terminé pour autant. Ok, ça devient ennuyeux. De tous les numéros cachés que ce type aurait pu trouver, il a réussi à trouver exactement ce qu'il fallait chercher. Et ça signifie que sa force mentale est sacrément développée quand il s'agit de sauver sa peau. Pour être honnête, je ne pense pas que j'aurais trouvé cette solution. Mais il y a un facteur énorme qui a donné à Zéro tout ce dont il avait besoin pour résoudre cette énigme. Avant que ce jeu de la mort ne commence, cet homme était prof au collège et ça signifie que lorsqu'il entend un nombre comme 14,14, il sait immédiatement qu'il s'agit des 4 premiers chiffres de la racine carrée de 2. Être un prof de maths est un énorme avantage. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est la façon dont il s'est souvenu de toutes les décimales qui viennent après. L'un des avantages de la langue japonaise est qu'elle utilise une sorte de jeu de mots appelé Goro Awase, qui permet de traduire les chiffres en mots et les mots en chiffres. Ils utilisent différents alphabets phonétiques, comme kunyomi ou onyomi, et ça peut servir de moyen mnémotechnique pour les aider à se souvenir des choses comme les adresses et les numéros de téléphone. Par exemple, cette publicité pour une clinique dentaire comporte le numéro 6480. Et si vous interprétez ces chiffres phonétiquement dans l'alphabet japonais, ça se traduit par « pas de carie ». C'est super astucieux, mais la raison pour laquelle c'est important, c'est que si nous utilisons Goro Awase pour les lettres ici, alors la racine carrée de 2 peut également être mémorisée comme étant « la nuit est le meilleur moment pour observer les gens ». Aussi utile que ça puisse être, c'est exactement la raison pour laquelle il leur manquait 2 chiffres, parce que le moyen mnémotechnique pour la racine carrée de 2, qui est enseigné dans les écoles japonaises, ne va que jusqu'à 8. La méthode de 0 est à peu près le seul moyen de calculer les 2 derniers chiffres sans calculatrice, mais c'est pas le problème principal. Pendant que tout le monde attendait qu'il donne une réponse, ils auraient dû traverser la pièce et briser les lances qui emprisonnaient le groupe. Pendant que quelqu'un fait le travail d'un télo, je m'assurerais que j'ai un moyen garanti de survivre avec ou sans les maths. Personne n'y a pensé une seule fois, et c'était une opportunité manquée. Si ce groupe avait été attentif dès le début, il y a de fortes chances pour qu'aucun d'entre eux ne soit dans cette pièce. Avant qu'ils n'entrent tous dans le bâtiment, vous pouvez voir qu'il y a des caractères japonais écrits sur le panneau à côté de l'entrée. En kanji, ça peut être lu comme cerf et argent. Mais le problème, c'est que ça n'a aucun sens. Et c'est exactement pourquoi il y a clairement un sens caché derrière ces mots. À ce stade, personne n'a réalisé que ces 2 mots réunis forment en fait un obscur caractère japonais qui veut dire massacre. S'ils s'en étaient rendus compte, ça aurait pu les empêcher de participer au jeu, parce que s'il faut 21 personnes pour participer, il est fort probable que la plupart d'entre elles meurent. Je ne prendrai pas ce risque, et c'est pourquoi la décision la plus intelligente aurait été de dire à tout le monde que nous devons trouver un autre défi. Tout à coup, la statue de la sorcière se met à vibrer avant de se briser en un tas de métal branlant. Les lumières de la pièce s'éteignent et un nouveau compte à rebours de 3 minutes commence. Mais le groupe remarque des trous dans le mur, réalisant que des flèches vont en sortir et tuer toutes les personnes encore debout. C'est alors qu'une nouvelle note est éjectée de la tête de la statue, laissant entendre que s'ils parviennent à comprendre comment les nombres 21 et 24 sont liés, alors ils pourront survivre. Paniqué, cet homme ramasse de la ferraille pour se défendre, et le groupe suit son exemple.
Mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. Et en réfléchissant à l'indice, Zéro voit un cadre métallique sur le sol et a une idée. Il dessine rapidement un schéma de la pièce avec 21 cercles à l'intérieur d'une boîte et 24 cercles à l'extérieur, expliquant au groupe qu'ils doivent placer le métal dans le cadre, sinon ils mourront. N'ayant pas de meilleure option, le groupe se précipite pour construire une barricade et saute à l'intérieur aussi vite que possible. Lorsque le temps s'écoule, des centaines de flèches jaillissent des murs, mais elles ne pénètrent jamais leur bouclier. Le plan a fonctionné, et les 21 joueurs ont battu ce jeu incroyablement difficile, ce qui fait qu'ils ont terminé 5 parties et qu'il n'en reste que 2. Soulagé, le voleur s'éloigne avec ses amis pour fêter leur victoire. Mais c'est alors qu'ils entendent l'annonce que l'étudiant Shirube a gagné son 4e anneau. Les hommes se rassemblent sur la place principale, se demandant ce qui va se passer ensuite. Et c'est alors que l'étudiant traverse la foule, se dirigeant directement vers le voleur. Soudain, un haut-parleur annonce que le jeu n'est pas terminé et que chaque concurrent aura 20 minutes pour trouver 4 anneaux avant le début de l'épreuve finale. Il semble que chacun ait encore une chance de devenir le nouveau président. Mais Zéro ici est déterminé à gagner. Ils arrivent à ce jeu appelé l'anneau perdu. Mais voyant la longueur de la file d'attente, les autres suggèrent qu'ils devraient choisir un autre jeu. Un type explique qu'il a déjà joué. Un type explique qu'il y a déjà joué et qu'il a dû chercher 3 petits anneaux cachés quelque part dans une pièce. Mais la rumeur dit que personne ne les a jamais trouvés. En entendant ça, Zéro décide que c'est le jeu parfait pour se joindre à eux. Et ils attendent jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 joueurs dans la file. Alors que le temps presse, le garde annonce qu'il n'accepte plus qu'une seule personne. Et l'homme est sur le point d'entrer quand Zéro l'arrête. Il demande au joueur s'il peut prendre sa place et lui remet en échange 2 anneaux. L'homme est choqué, mais il accepte de laisser jouer le voleur. Et le garde le conduit dans la salle suivante. Zéro est amené dans une pièce pleine de déchets et on lui explique les règles. Il y a 3 petits anneaux cachés dans cette pièce, mais il n'aura que 3 minutes pour les trouver. L'homme est sur le point de fermer la porte quand Zéro bloque la porte avec son pied et il le met en garde contre son coup de bluff. Il insiste sur le fait que tout ceci n'est qu'une ruse. Le voleur explique que les fabricants du jeu font croire à tout le monde que les anneaux ne quittent jamais cette pièce, alors qu'en réalité, ils n'y sont qu'avant le début du jeu. C'est alors qu'il réalise que l'endroit le plus probable où il se cache est la poignée de la porte extérieure. Et il dévisse le couvercle pour y trouver les 3 anneaux. Il a résolu l'énigme et il en a assez maintenant pour jouer dans le round final. Ok, ce type a mis moins de 15 secondes pour trouver la solution. Et il a réussi à gagner 3 anneaux supplémentaires. C'est extrêmement impressionnant. Mais si nous analysons la situation, vous verrez que c'était la chose la plus logique à faire. Tout d'abord, c'était certainement la bonne décision de choisir ce jeu, parce qu'il offre le plus d'anneaux en un minimum de temps. Et il ne reste que 20 minutes. Maintenant, vous pouvez penser qu'il n'y a aucune chance que quelqu'un puisse comprendre que les anneaux sont à l'intérieur de la poignée de la porte. Mais nous devons supposer que chaque jeu est gagnable, peu importe la difficulté dont il semble faire preuve. Si vous regardez cette pièce, il doit y avoir des centaines de sacs poubelles. Mais le garde vient de nous dire que nous n'avons que 3 minutes pour trouver les anneaux. Il est donc impossible de tout fouiller en si peu de temps. Ça ne peut que signifier que nous ne sommes pas censés fouiller ces sacs du tout. Et vous pouvez étendre cette logique au reste de la pièce également. Avec si peu de temps pour jouer, ce jeu n'a de sens que si on sait déjà où chercher. Et c'est exactement comme ça qu'on peut arriver à la même conclusion que Zéro. Comme nous l'avons déjà vu dans les jeux précédents, ces personnes sont très spécifiques dans leur façon d'expliquer les règles. Lorsque le voleur est entré, le garde lui a dit qu'à cet instant, il y a sans aucun doute 3 mini-anneaux cachés dans la pièce. Ça implique qu'il y a d'autres moments où ils ne sont pas dans la pièce. Et puisque ce sont des mini-anneaux, ils pourraient être cachés dans quelque chose de plus petit que ce à quoi on pourrait s'attendre. Nous pouvons également en déduire que le garde ne tient pas les anneaux que nous sommes censés trouver, parce qu'il s'est intentionnellement maintenu juste à l'extérieur de la pièce, et il n'est entré à aucun moment à l'intérieur. Si nous mettons toutes ces informations ensemble, il est très logique de chercher quelque chose qui ne prend que 3 minutes à trouver, qui est actuellement dans la pièce, mais qui est aussi capable de quitter la pièce à tout moment. Les 2 seules choses qui répondent à ces critères sont vous et la poignée de la porte extérieure. Si c'était moi, je vérifierais d'abord toutes mes poches pour m'assurer que les anneaux n'ont pas été placés sur moi à un moment donné. Mais une fois qu'il est clair qu'il n'y a que 2 solutions possibles à cette énigme, nous avons de bonnes chances de gagner la partie. Le voleur est conduit au lieu suivant où l'étudiant Shirube est assis à une table au milieu de la pièce. S'approchant de lui, il rejoint le joueur alors que l'assistante du président annonce que tous leurs anneaux vont être collectés. C'est étrange, mais un homme s'approche de lui et il les remet pendant que la femme explique les règles. Chaque anneau sera placé dans une de ces boîtes qu'ils essaieront de briser à tour de rôle. Pour les protéger, les joueurs disposent de 8 protections pour les anneaux en fer, mais ils sont prévenus que chaque protection ne peut être utilisée qu'une seule fois. Le premier à réussir à briser, l'autre joueur sera déclaré vainqueur. Mais si aucun anneau n'est touché, celui qui a le plus de protection gagnera. Sur ce, un bandeau est posé sur les yeux de l'étudiant alors que Zéro choisit où placer ses protections. Il met 4 d'entre elles au premier tour. Le bandeau de Shirube est enlevé et il décide de ne pas attaquer, estimant que les 4 boîtes sont protégées. Les autres sont choqués car le voleur n'a plus que 4 protections et c'est maintenant au tour de l'étudiant de choisir les boîtes à protéger. Le bandeau est enlevé à Zéro et son adversaire lui dit immédiatement qu'il n'a utilisé qu'une seule protection. Ça signifie qu'il a de bonnes chances de toucher un anneau. Mais le voleur se doute que c'est une ruse. Attrapant le marteau, il observe attentivement le garçon et remarque que ses yeux fixent une boîte. Ce doit être une ruse. Et il abat son marteau, mais c'est sa plus grosse erreur. La boîte qu'il regardait était en fait protégée, et Zéro est tombé dans le piège de Shirube.
Au tour suivant, le voleur décide d'utiliser 3 protections supplémentaires, n'en gardant qu'une seule. L'étudiant est sur le point d'abattre le marteau, mais il s'arrête à la dernière seconde et change d'avis. Hésitant, il balance le marteau sur une autre boîte, mais celle-ci ne se brise pas. Shirube a touché l'une des protections de l'anneau, et maintenant, Zero a une chance supplémentaire de gagner le jeu. Après avoir préparé le prochain tour, l'étudiant lui dit qu'ils ont tous les 4 été protégés. L'homme pense qu'il ment, et il frappe le marteau sur une boîte, mais celle-ci ne se brise pas. Le gardien enlève la protection, révélant que le jeune homme disait la vérité, et il ne reste plus qu'un tour pour déterminer le prochain président. Dans le dernier round, le voleur place sa dernière protection dans une boîte, et l'étudiant frappe furieusement le marteau. Mais par chance, il touche la seule boîte qui était protégée. Zero a une dernière chance de gagner, mais les fabricants du jeu sont déterminés à faire en sorte qu'il ne gagne pas. Alors que le gamin met en place ses défenses, un membre du personnel lui tend une boîte qui semble contenir une protection complémentaire, et l'étudiant l'accepte. On dirait qu'il est prêt à prendre n'importe quel avantage pour battre son adversaire. Mais les fabricants du jeu vont bientôt réaliser que lui donner cette boîte était leur plus grosse erreur. Lorsque le bandeau est enlevé, Zero remarque qu'il peut voir la protection à travers une fente ici. Et c'est là que le gamin révèle qu'il a utilisé 3 protections, mais qu'il n'y en a pas dans cette boîte. L'homme ne sait pas si l'étudiant dit la vérité, mais il décide de lui faire confiance et frappe la fausse boîte. Le garde enlève la protection des anneaux et tout le monde voit que Zero a brisé l'anneau de Shirube. Ça fait 6 jeux en moins et il n'en reste plus qu'un. Il a battu le jeu et l'homme est emmené à la rencontre du président pour le féliciter de sa victoire. Mais il se serre soudain à la poitrine de douleur. Surpris, Zero retourne auprès de ses amis et leur révèle que l'homme a fait une crise cardiaque. Ils ne savent pas ce qu'il adviendra de l'argent du prix. Mais c'est alors que le garde informe le voleur qu'il est désormais le nouveau propriétaire de la Zaizan Corporation, selon les testaments du président. Soudain, l'assistante les interrompt et défie l'homme pour une dernière partie. Elle est furieuse qu'il ait réussi à gagner et elle veut une dernière chance de le voir échouer. Ok, Zero est un idiot s'il accepte ce défi. Il a déjà battu Shirube et gagné la compétition, ce qui signifie qu'il a déjà droit à 100 milliards de yens, selon les dernières volontés du président. C'est l'équivalent de plus de 700 millions de dollars. Et avec une telle somme, il est inutile de continuer à se battre. L'assistante du président ne veut pas que Zero prenne le contrôle de l'entreprise. Mais si vous pensez à la quantité de travail nécessaire pour gérer l'entreprise la plus propice du Japon, je serais heureuse de prendre mes gains et de me prendre une retraite anticipée. C'est pas la seule erreur que le voleur ait faite. Pendant le jeu des anneaux, son premier mouvement a été de placer les protections sur les 4 boîtes. Mais si l'homme avait bien réfléchi, il aurait réalisé que c'était une stratégie terrible. Chaque joueur ne dispose que de 8 protections au total, et il n'a droit que de les utiliser une seule fois. En protégeant immédiatement les 4 emplacements, il donne à son adversaire 50% de chance en plus de gagner les 2 prochains tours, parce qu'il ne lui restera que 4 protections d'anneaux. Si c'était moi, j'aurais essayé d'utiliser la ruse et de garder le plus de protection possible pour le dernier tour. Vous pensez peut-être que la chance est plus importante qu'autre chose, mais dans ce jeu, ce serait une erreur. L'un des aspects les plus importants est d'étudier les expressions de notre adversaire et de l'utiliser contre lui. Shirube a une expression impassible de joueur de poker, et il est difficile de deviner ce qu'il peut penser. Mais Zero, lui, n'a pas cette faculté. Il donne beaucoup trop d'informations. Et c'est pourquoi si c'était moi, je me couvrirais le visage de sorte que lorsque Shirube enlèverait son bandeau, il ne soit pas capable de lire mes expressions. Il disposera ainsi de moins d'informations pour prendre sa décision, et nous aurons de meilleures chances de gagner. Ce serait également une bonne idée si nous pouvions obtenir l'aide d'un de nos amis dans la foule. Si nous pouvons leur faire observer où se trouvent les protections du garçon, ils pourraient utiliser des signaux de la main pour révéler leur emplacement. Et si notre visage est couvert, alors l'étudiant ne pourra pas voir que nous regardons la foule pour obtenir une réponse. Une autre excellente stratégie consiste à lui offrir des informations que nous pouvons contrôler, parce que nous savons que Shirube en tiendra compte, et ça nous permettra d'influencer sa pensée selon nos propres termes. L'étudiant sait que Zero est une personne honorable, et qu'il a été constant pendant tout le tournoi. C'est pourquoi la meilleure chose à faire serait de lui dire quelle boîte a une protection d'anneau, mais en mentant. Aussi simple que ça puisse paraître, Shirube sera maintenant obligé de changer complètement son mode de pensée. Au lieu de se demander quelle boîte a un anneau, il se demandera si nous sommes fidèles à notre personnage ou si nous mentons pour gagner. Cette stratégie oblige votre adversaire à miser sur le joueur au lieu de miser sur le jeu. Et si nous pouvons contrôler les informations que nous laissons filtrer, nous pouvons l'influencer pour qu'il prenne la mauvaise décision et prenne l'avantage. Le groupe est emmené dans l'arène finale où l'assistante attend avec son frère. Elle présente le dernier défi à Zero, en disant qu'il s'agit d'un jeu de poker spécial appelé Jour et Nuit, où il recevra 26 cartes, uniquement des trèfles et des piques, tandis qu'elle aura tous les carreaux et les cœurs. Les amis de Zero sont emmenés, mais ce gangster reste derrière pour garantir que personne ne triche. L'assistante explique qu'il y a 3 tours et que chaque joueur fera 5 mains, avec pour objectif de deviner quelle main a fait votre adversaire. Vous gagnerez des points en fonction de vos cartes les plus fortes. Et en cas d'égalité, la victoire ira à celui dont c'est le tour. C'est alors que l'assistante révèle un jeu de fléchettes avec des valeurs de cartes. Elle leur dit que selon l'endroit où leur fléchette atterrira, leur adversaire devra révéler ses cartes. La femme obtient le premier tour et les joueurs organisent leurs mains sur la table avant que la femme ne s'approche de la cible. Confiante, elle touche ses 2 cibles sur le roi et l'as, donnant à Zero un mauvais départ. Il s'approche du plateau et rate le premier lancer, ne faisant tomber qu'une seule fléchette sur le 8. Les mains sont enfin révélées, et voyant les cartes à facettes, la femme appelle facilement la quinte flush royale de son adversaire. Avec l'as, elle a une avance de 14 points et continue à appeler les mains de son adversaire une par une.
Frustré, Zero jette un coup d'œil à ses options et parvient à battre 2 de ses mains, gagnant ainsi 22 points. Mais la femme révèle alors une quinte flush contre sa paire, ce qui lui donne 19 points d'avance. L'affaire est dans le sac, mais c'est alors qu'un garde s'approche d'elle et lui révèle quelque chose de choquant. Le vieil homme a déclaré que si elle perdait le jeu, son frère serait tué en guise de punition. Et la garde fait sortir son frère de la pièce. Le tour suivant commence avec Zero et il lance ses 2 fléchettes sur le roi et la reine. La femme touche l'as et le 7, rendant le match plus égal qu'avant. Seigi suggère que le voleur veut d'abord se débarrasser de la quinte flush royale, mais qu'il doit trouver où elle se trouve. Ok, cette assistante est très sournoise. La femme a forcé Zero à jouer à un jeu dont elle était déjà experte, et a parfaitement touché l'as et le roi pour le jeu de fléchettes. sur le jeu de fléchettes, lui permettant d'identifier immédiatement ses mains les plus précieuses. C'est incroyablement injuste, mais honnêtement, Zero aurait dû le voir venir. Il savait déjà que l'argent de la récompense lui revenait, et le président avait conclu que le dernier joueur du tournoi hériterait du groupe Zaizen. Jouer à ce jeu, c'est déjà rompre l'accord. Et si c'est le cas, alors la chose la plus intelligente à faire est d'utiliser ça comme un levier pour contrôler ce qui se passe ensuite. Avant d'accepter sa proposition, je lui dirais qu'elle ne peut pas jouer contre moi car elle n'a pas 4 anneaux. Pour accepter l'accord, elle devrait entrer officiellement dans le tournoi en tant que joueuse et gagner le droit de jouer pour le contrôle du groupe Zaizen. Selon le testament du président, le joueur qui remportera la compétition prendra sa place dans l'entreprise. Et comme elle ne participe pas à la compétition, elle n'est même pas qualifiée. Même si elle n'est qu'une simple assistante, la femme a encore beaucoup d'influence et pourrait refuser catégoriquement. Mais ça vaut quand même le coup d'essayer. Si l'un de ses gardes et membres du personnel est loyal envers l'ancien président, il pourrait prendre parti et la forcer à participer au jeu de la mort afin de concourir pour son titre, ce qui lui mettrait la pression pour qu'elle prenne la compétition au sérieux. Ça nous donne également le temps d'apprendre à jouer à ce jeu. Et entre-temps, espérons que la femme se fasse tuer pendant qu'elle essaie de gagner les 4 anneaux. Maintenant, même si aucune de ces tactiques ne fonctionne, il est toujours possible pour nous de gagner, parce que tout comme dans le dernier jeu, nous pouvons trouver une faille en étudiant le comportement de notre adversaire. Cette femme a le dessus parce qu'elle sait comment lancer les fléchettes, mais Zero est beaucoup plus observateur qu'elle, et la femme ne se rend pas compte qu'elle donne déjà beaucoup trop d'informations. Tout d'abord, elle est vêtue d'une robe de bal, ce qui montre clairement que c'est une femme de pouvoir, qui suppose que tout le monde va jouer avec sa meilleure main. Elle a même mentionné à Zero, quand elle lui a expliqué le jeu, qu'à son tour, il devrait utiliser sa main la plus forte pour faire correspondre ses cartes aux siennes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la seule façon de jouer à ce jeu, et ça révèle surtout sa propre stratégie. Si nous savons qu'elle jouera ses mains les plus fortes chaque fois que possible, nous pouvons l'utiliser contre elle dès le début. En arrangeant nos cartes et en bluffant sur le fait qu'elles sont plus fortes qu'elles ne le sont en réalité, ça contribuera à déstabiliser sa stratégie et le jeu, donnant à Zero plus de contrôle dès le début. Zero égale sa quinte flush royale, et le vent tourne parce que sa prochaine main gagnante lui donne une avance de 49 points. Le jeu continue, mais la femme commence à perdre son sang-froid, et elle est sur le point de faire une terrible erreur. Elle jette une quinte flush et Zero révèle qu'il vient de l'égaler avec sa paire. La femme a gaspillé sa meilleure main, et son adversaire a maintenant toutes les informations dont il a besoin pour gagner la partie. Ensuite, Zero pose sa propre quinte, ce qui lui apporte 9 points supplémentaires, et ça le rapproche un peu plus de la victoire dans ce tournoi. C'est le dernier tour, et la femme commence par lancer des fléchettes, touchant le roi, la reine et l'as sur le plateau. Zero, quant à lui, ne parvient à toucher que l'as, le 7 et le 8. L'assistante remarque une quinte flush royale sur le tableau, et elle pose sa main la plus forte, déterminée à le battre. Soudain, Zero révèle qu'il s'agit d'une quinte royale, et la femme réalise qu'elle vient d'être trompée. Elle essaie de contrer sa quinte flush avec la sienne, mais c'est sa plus grosse erreur. Zero révèle une paire déguisée en quinte flush, et elle a gagné 13 points supplémentaires. Mais elle a aussi perdu ses mains les plus fortes dans le processus. Le voleur commence son tour en posant sa couleur, et il devine que cette main-là est une quinte. La femme est surprise et insiste pour dire qu'il a tort. Mais Zero explique qu'elle a l'habitude de classer ses cartes par ordre croissant. Ça lui permet de prédire ce qu'elle a posé. Et il l'attaque avec une quinte flush, ne laissant qu'une seule paire de mains restantes. Zero jette sa dernière main, et le score final se solde par une égalité. Le gardien sort un jeu de cartes pour départager les joueurs, et Zero tire ici un roi. Inquiète, l'assistante prend soigneusement sa carte, révélant un as, ce qui fait qu'elle est la gagnante. Les 7 parties sont terminées et Zero est le perdant. Il vient de perdre sa dernière chance de devenir le nouveau président du groupe Zaizen, et le tournoi est enfin terminé. Plus tard, le gangster confronte le voleur, lui demandant pourquoi il a truqué la partie. Il avait la chance de pouvoir gagner en une seule main, mais il a choisi de ne pas la battre. Il ne comprend pas pourquoi, mais l'homme explique qu'il a compris que le groupe Zaizen allait tuer le frère de la femme si elle perdait. Ils ont essayé de garder le secret, mais ses réactions lui ont dit tout ce qu'il devait savoir, et il a décidé de faire ce qu'il fallait. Zero a peut-être perdu la chance d'être président, mais au moins il a sauvé une vie. Et maintenant, il peut dépenser ses 100 milliards de récompenses en paix. Mais qu'en pensez-vous? Comment auriez-vous battu Zero, partie 2? Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et jetez un coup d'œil à la playlist Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée.